Bonsoir à tous, merci de nous suivre sur RTI 1 ce dimanche 4 mars. L'affaire continue de susciter l'indignation mais surtout la compassion. La famille du petit Bouba, enlevé et assassiné, a reçu aujourd'hui la visite de la première dame ivoirienne. Dominique Ouattara a partagé ses instants douloureux avec la famille éplorée. La Côte d'Ivoire lance la deuxième phase de son projet filet socio-productif. 20 000 ménages vulnérables ont été sélectionnés dans 8 régions du pays pour bénéficier d'une allocation trimestrielle de 36 000 francs CFA pendant 3 ans. Dernier jour du Salon international de l'agriculture de Paris, une véritable ferme géante avec en attraction plus de 4 000 animaux devant un public d'amateurs et de professionnels du monde entier. Dans la nuit d'hier au Burkina Faso, un groupe a tenté de forcer un barrage non loin de la présidence. 2 des assaillants se sont enfuis et un 3e a été abattu. Bienvenue dans ce nouveau 20h sur RTI 1. La famille du petit Aboubacar Siddique, disparu de façon tragique, continue de recevoir le soutien de la nation ivoirienne. La première dame Dominique Ouattara était ce dimanche aux côtés des parents éplorés. Elle leur a apporté tout son soutien et a souhaité que cet acte ne reste pas impuni. Chiram Kofi Abola. Elle ne peut pas être insensible à l'assassinat du petit Bouba. Elle qui fait de la cause des enfants l'un de ses chevaux de bataille pour ses actions de bienfaisance. Il est environ 17h ce dimanche quand la première dame de Côte d'Ivoire arrive au domicile des membres de la famille affligés par la perte brutale et atroce de leur garçonnet. Madame Dominique Ouattara vient leur témoigner sa solidarité dans cette épreuve. Se disant particulièrement touchée par ce drame, la première dame de Côte d'Ivoire, sans détour, veut que cet acte ne reste pas impuni. Je suis venue apporter ma compassion et celle du président de la République à la famille Traoré qui a perdu son fils, son petit-fils, son neveu dans des circonstances horribles. Je suis particulièrement émue et bouleversée de ce crime affreux et je voulais dire que j'espère que les coupables seront sévèrement punis afin que plus jamais nous ne revivions de telles choses dans notre pays. Je voulais vraiment présenter mes condoléances à toute la grande famille, à tout le quartier de Williamsville et à toute la population. Que son âme repose en paix. Cette visite de la première dame à la famille éplorée a été un moment de recueillement et de prière pour le repos de l'âme du petit Bouba, comme le veut la tradition. En guise de soutien, l'épouse du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a offert une enveloppe de 4 millions de francs CFA à cette famille. Avant de prendre congé, elle a salué les tout-petits du quartier qui la réclamaient, comme quoi la présidente de Children of Africa reste la maman de tous les enfants en Côte d'Ivoire et partout ailleurs. Un autre sujet douloureux pour les Ivoiriens, la tuerie des femmes d'Abobo pendant la crise post-électorale. Ce 3 mars 2018 marque la commémoration de cet acte 7 ans après. Il y a toujours de la douleur, mais aussi beaucoup de soutien et d'appui, notamment de la part du gouvernement ivoirien. Moussa Konaté. Le 3 mars 2011, 7 femmes ont perdu la vie ici, au rond-point du Bankou, dans la commune d'Abobo. Elles participaient à une marche pacifique lors de la crise post-électorale. 7 ans après, les parents des victimes et le Rassemblement des Républicains se souviennent encore de ces femmes martyrs. Ce sont des moments de souvenir, des moments qui réveillent de la tristesse dans nos mémoires. Mais c'est également des moments de recueillement, des moments que nous saisissons pour dire aux familles, pour dire aux voisins, pour dire à la communauté que le RDR ne peut pas oublier ses victimes. C'est toujours le même souvenir, mais seulement qu'il faut pardonner. Bon, c'est vrai, d'aucuns disent que ce n'est pas les seuls qui sont morts, mais nous, c'est nos enfants. Nous, on doit les célébrer chaque année. Même si c'est chaque jour, on doit les célébrer. Une cérémonie marquée par une lecture du Saint-Coran pour le repos de l'âme de ces défuntes. L'État de Côte d'Ivoire demeure toujours aux côtés des familles des victimes. La commémoration du rappel à Dieu de nos victimes, nos 7 martyrs, mais également de toutes les victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire, n'est pas une commémoration de trop.
c'est un rappel au souvenir. C'est un rappel au pardon. C'est un rappel à la tolérance. C'est un rappel pour indiquer que la haine, la violence conduisent à des dégâts qui sont parfois irréparables. Nos sœurs ont disparu à jamais. Elles ne reviendront plus. Elles ont laissé derrière elles des familles inconsolables. Parmi ces femmes disparues, 4 ont laissé 7 enfants qui bénéficient de prise en charge scolaire. Ils seront inscrits sur la liste des pupilles de l'État. 20 000 ménages vulnérables sélectionnés dans 8 régions du pays vont bénéficier d'une allocation trimestrielle de 36 000 francs CFA et cela pendant 3 ans. Ils font partie de la deuxième phase du projet Filets sociaux productifs. Cette phase a été lancée par le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale à Boundiali et à Katiola dans le nord de la Côte d'Ivoire. Soro Corona. 36 000 francs CFA. Une allocation trimestrielle qui sera désormais versée à Koné-Jacques pendant 3 ans. Une aide de l'État de Côte d'Ivoire pour soutenir les ménages jugés plus indigents parmi les pauvres. Jacques fait partie des 20 000 bénéficiaires de la deuxième phase du projet Filets sociaux productifs. Cet argent que j'ai reçu, je vais commencer par un champ de manioc. Avec les champs de manioc, je pense que ça peut m'aider beaucoup. La deuxième phase de ce projet social cher au président de la République, Alassane Ouattara, a été lancée dans les régions de la Bagoué et du Hambol. Ces 20 000 nouveaux bénéficiaires portent à 35 000 le nombre d'ayant droit à cette aide monétaire. À Boundiali et à Katiola, les bénéficiaires ont traduit leur reconnaissance au président de la République et à la Banque mondiale. Je remercie beaucoup le président Alassane, même la Banque mondiale aussi, ainsi que les autres. Tout en situant les enjeux du projet Filets sociaux productifs, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale a exhorté les populations à l'utilisation rationnelle des 36 000 francs CFA. Jean-Claude Kouassi a aussi annoncé que les 35 000 bénéficiaires verront leur cotisation de la couverture maladie universelle prise en compte par l'État. Il s'agit à travers ce projet de donner la chance à ceux qui ont moins de possibilités que nous d'améliorer leurs conditions de vie. Mais eux, ils seront soignés gratuitement par l'État de Côte d'Ivoire. Pour un meilleur suivi des bénéficiaires, des engins à 2 roues et des équipements ont été remis aux directions régionales. Le projet Filets sociaux productifs est financé à hauteur de 25 milliards de francs CFA par la Banque mondiale. Le projet prend fin en 2020. C'est la fin aujourd'hui du Salon international de l'agriculture de Paris, une véritable ferme géante avec en attraction plus de 4000 animaux. Des concours y sont même organisés pour sacrer les plus belles bêtes selon les espèces. En tout cas, il y a beaucoup à voir sur place. Hervé Blé nous fait découvrir. Le Salon international de l'agriculture de Paris, ce sont 10 jours pour aller à la rencontre des animaux, les véritables stars des lieux. Les Parisiens et autres visiteurs ne boudent pas leur plaisir de découvrir pour la première fois pour beaucoup des animaux d'Afrique, surtout de France. Visiter la ferme jaune, c'est aller à la découverte de 4000 animaux de 360 races encadrés par plus de 1500 professionnels. Un véritable plaisir pour les visiteurs. J'ai beaucoup apprécié parce qu'on a vu pas mal d'espèces, surtout ces chevaux de 5 ans, 6 ans. J'ai découvert les bœufs, c'est extraordinaire ce qu'on découvre ici. La première des stars du salon, c'était la Haute. Le jury du salon choisi pour ses qualités physiques et professionnelles vient d'un élevage de 130 vaches au Brac. Âgée de 6 ans, elle partage son enclos avec son dernier né, Olympe. La participation des animaux au salon nécessite la mise en place d'un système sanitaire pour gérer tout stress et leur éviter des problèmes infectieux. Il faut surtout les préparer en amont. Un mois avant, on l'a tondue. Alors, la particularité de Fantasia, c'est qu'elle était déjà préparée. Elle a participé à plusieurs concours, au Spas, à Rennes. Donc le dressage a été facile pour ce concours-là. Sinon, autrement, ça prend plusieurs temps. Il faut 1 mois, 2 mois, selon le caractère de l'animal. On commence par les attacher. On leur lève la tête un peu plus haut pour qu'elles commencent à prendre une posture pour le concours. Et sinon, c'est de l'entraînement tous les jours, on répète les gestes. Et elles prennent le rythme et après, ça se passe très très bien. Et 15 jours avant le salon, moi personnellement, je commence à les laver tous les jours pour qu'elles prennent l'habitude aussi d'être lavées tous les jours. Fantasia est de la race emmental. Elle pèse
916 kilos et vaut 3 000 €. Sur ce salon, elle rivalise de beauté avec plusieurs autres vaches, comme celle-ci en train d'être bichonnée par son propriétaire et son équipe. Ici, on a des vaches de race Aubrac. Donc d'ici à une demi-heure, on va avoir le concours de la race dans le Grand Ring au Salon d'Agriculture. Du coup, on est en train de préparer nos animaux pour le concours. Donc on leur polit les cornes, on leur ébouriffe un peu le poil pour qu'elles soient plus jolies, pour qu'elles restent plus belles. Voilà. C'est une vache de 6 ans. Voilà. Elle fait 810 kilos. Tout au long du salon, les professionnels ont l'occasion de présenter leurs animaux sur un ring et de les faire admirer par un public de connaisseurs, de gagner pour les meilleurs parmi eux des trophées. Le Burkina Faso remporte la Coupe panafricaine des débats avec 16,4 points sur 20. La finale a opposé le Burkina Faso au Togo. Les candidats des deux pays ont débattu sur le thème « L'Afrique a besoin d'institutions fortes et non d'hommes forts ». Sephora Zegui et Herman Niamia. Le Burkina Faso, grand vainqueur de la 3e édition de la Coupe panafricaine des débats, dénommée COPAD. Sur la question « L'Afrique a besoin d'institutions fortes et non d'hommes forts », le pays des hommes intègres répond. Pendant longtemps, nous avons laissé l'Afrique entre les mains de personnes qui se disaient fortes. Mais malheureusement, homme fort égale coup d'État, homme fort égale modification de la Constitution. Monsieur le Président, l'Afrique est fatiguée de ça. 50 minutes ont suffi à Fabius et ses amis pour convaincre le jury que l'Afrique a besoin d'institutions fortes et non d'hommes forts. Représentant la première dame de Côte d'Ivoire, Bakayoko Liramata, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a félicité les étudiants des 8 pays participants pour leurs brillantes prestations. Ce sont des grands hommes comme vous dont l'Afrique a besoin pour impacter positivement son développement. Vous avez fraternisé, vous avez tissé de nouveaux liens et de nouvelles relations. Vous avez acquis de nouvelles connaissances et de nouvelles expériences. Votre participation à cette compétition de haut niveau vous confère davantage de responsabilités. Responsabilités vis-à-vis de vous-même quant à votre promotion future. Diankounda Traoré, ex-président du Mali, a réitéré les encouragements de la première dame de son pays à la Côte d'Ivoire et aux jeunes débatteurs. Vous avez visité l'histoire et vous vous êtes évertué à nous montrer, au cours de vos échanges, que la richesse de certaines nations, de certaines cultures, ont été forgées d'abord par des leaders à poigne, déterminés, se fixant un cap et se donnant les moyens pour l'atteindre. L'histoire nous a souvent montré des hommes dits forts qui, en une fraction de seconde, ont été balayés par la volonté du peuple et sont devenus très faibles. Où était donc leur force ? Les 2e et 3e places reviennent à la Côte d'Ivoire et au Togo. Des ouvrages ont été offerts à toutes les équipes pour leur permettre de préparer l'édition 2019 de la COPAD. Un reportage de Sephora Zegui commenté par Herman Guivet. Direction la région du Poro pour la cérémonie de baptême du groupe scolaire de l'ATA. La grande chancelière de l'Ordre national a exhorté élèves et parents d'élèves au travail et à la culture de la paix. Charles Tatou. L'ATA, dans la région du Poro, la localité jadis était très hostile à l'école, surtout à la formation de la femme. Nos parents étaient, je dirais, très regardants sur la tradition. Les garçons, c'était difficile, mais les filles, alors, n'en parlons pas. À ce temps-là, c'était, je dirais, la chose la pire chose de leur dire d'aller à l'école. Aujourd'hui, la population rurale affiche un engouement quant à la scolarisation de la jeune fille. Ici, l'école primaire enregistre un effectif de 987 élèves, dont 486 filles. Au CEP et à l'entrée en 6e de l'année écoulée, elle a réalisé plus de 98% d'admis, dont plus de 97% de filles. Cette école âgée de 58 ans a connu des travaux de réhabilitation et de construction de nouvelles salles de classe grâce au PPU. Et désormais, elle porte le nom de la grande chancelière. En déplacement à l'ATA pour la cérémonie de baptême de ce groupe scolaire, Henriette Dagri-Diabaté a traduit son attachement aux valeurs traditionnelles. Un tour chez le chef de village pour des bénédictions avant son arrivée au lieu de la cérémonie. Occasion pour les différents orateurs de témoigner leur reconnaissance au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et à travers lui, le président de la République Alassane Ouattara. Mémé Henriette
Transmettez les remerciements de vos petits-enfants au président Alassane Ouattara pour toutes les actions menées à l'endroit des enfants et en particulier des filles. Le baptême de votre groupe scolaire, du nom de cette grande Ivoirienne, est un acte de reconnaissance, mais il porte aussi une haute valeur pédagogique. La grande chancelière exhorte élèves et parents d'élèves au travail et à la culture de la paix. Je suis ici pour dire à mes petits-enfants que désormais la vigueur au travail doit être leur leitmotiv. Chers petits-enfants, j'attends de vous, par vos efforts, que ce groupe scolaire soit un centre d'excellence en Côte d'Ivoire. J'attends par votre comportement, aussi bien à l'école qu'en dehors de l'école, que vous soyez des modèles. Le groupe scolaire a reçu 200 tables bancs, des cahiers et des équipements sportifs, dont de la marraine. Les élèves du lycée moderne de Divo, dans le Lodjibois, sont instruits sur le développement des compétences personnelles. L'ONG One Hope les a entretenus sur leur capacité à réaliser leurs rêves et à se réaliser eux-mêmes après les années école. Moussa Konaté. La classe de terminale, dernier niveau d'apprentissage scolaire secondaire, étape où l'on passe le baccalauréat pour entamer des études supérieures ou même une carrière professionnelle. Mais pour de nombreux élèves, difficile de savoir où aller et que faire après la terminale. Très peu d'élèves ont de très grandes ambitions. Le plus souvent, lorsqu'ils sont en terminale, ils cherchent à avoir le bac et juste après le bac, ils cherchent à faire un petit boulot. C'est-à-dire qu'ils commencent à se chercher un peu. Or, ils ont tout un potentiel. Ils peuvent aller plus loin que ça. Le rêve de devenir quelqu'un ou exercer un métier plus tard. Comment définir des objectifs pour y arriver? Une question abordée au cours de cette conférence à l'endroit des élèves des lycées modernes 1 et 2 de Divo. Une initiative de l'ONG One Hope. Les éléments qu'il faut faire, à savoir, premièrement, c'est qu'il faut valoriser le temps. Deuxième chose, il faut travailler durement, réfléchissant profondément. La troisième chose, c'est qu'il faut prioriser les relations humaines. La quatrième chose, il faut accroître ses connaissances. Et puis la cinquième chose, c'est qu'il faut développer des idées en termes de projets. Et enfin, la dernière chose, c'est qu'il faut avoir la foi et la garder. Voilà tous ces éléments que j'essaie de résumer pour traduire ça aux jeunes gens. Le rêve est permis à tout le monde. Tout le monde a un rêve, mais comment atteindre ce rêve-là, c'est ça qui était le point le plus difficile. Et je pense qu'il a pu nous éclairer sur ce point. Et après le bac, il y a d'autres défis à relever, mais je pense que je peux tenir. J'ai choisi mes matières de base comme SVT, maths, physique, et renforcer dans ces matières pour pouvoir réussir mon objectif, être informaticienne. Pour mieux affronter les réalités après le baccalauréat et réaliser son rêve, il faut se préparer dès à présent. Message bien perçu par les apprenants. Ils sont également encouragés à travers des dons. Les meilleurs élèves des classes de terminale du premier trimestre ont été récompensés. Le député de la commune de Yopougon lutte contre le phénomène dit des enfants en conflit avec la loi. Il a mis en place une stratégie. Elle fait appel aux anciens jeunes de la rue pour sensibiliser ces enfants qui se retrouvent aujourd'hui en marge de la société. Michel Digré. Ils ont grandi dans les rues d'Abidjan avec comme dénominateur commun violence, bagarre et autres infractions. Aujourd'hui, adultes, ces dérives ne sont que de lointains souvenirs. Eux, ce sont les Iguéi. Ils sont désormais mis en mission par le député de Yopougon pour sensibiliser les enfants en conflit avec la loi et les aider à se resocialiser. Quand on parle des Iguéi, on parle des anciens de la rue. Or, quand on parle des phénomènes actuels, on parle des phénomènes qui se passent dans la rue. Donc, qu'il faut coopter, qu'il faut approcher pour aller vers ces éléments de la rue. Et bien évidemment, c'est les anciens de la rue. Au-delà de la sensibilisation, cette resocialisation se fera également par une nouvelle discipline sportive. Nous voulons reconstruire une nouvelle chaîne d'amitié avec la jeunesse ivoirienne, la jeunesse de Yopougon, sur les questions de non-violence et élever, n'est-ce pas, dans l'esprit de la jeunesse de Yopougon et de la jeunesse en particulier, les notions de paix, de cohésion, de pardon, de fair play, pour qu'à partir de Yopougon, le Sagbali soit une nouvelle discipline qui attire tous les Ivoiriens sur la Côte d'Ivoire. Cette initiative du député Zié Koulibaly
s'inscrit dans le cadre de ces activités à l'occasion des vacances parlementaires. Le Fonds de développement du transport routier est celui qui pilote le projet de renouvellement du parc auto initié par le gouvernement ivoirien. Où en est ce projet de grande envergure? La question était en première ligne dans le magazine de ce dimanche 13h. Un extrait de l'entretien de Hamza Diaby avec le directeur général du fonds. Le renouvellement du parc auto en Côte d'Ivoire est porté par une communication en Conseil des ministres en 2014 qui vise à renouveler 50 000 véhicules. Et ces 50 000 véhicules doivent être renouvelés sur la base d'une stratégie de financement qui met en face l'État de Côte d'Ivoire, Exim Bank Inde, qui est une institution de financement international, et une firme automobile indienne qu'on appelle Ashok Leyland. Cette firme automobile a pour mission de livrer à l'État de Côte d'Ivoire 3 600 véhicules. Et ces 3 600 véhicules sont mis progressivement à la disposition des entreprises de transport, moyennant la mise en place de prêts en leur faveur. Et ce mécanisme constitue une composante à part, qui est la composante Exim Bank Inde Ashok Leyland. Une seconde composante existe, qui est celle du mécanisme de la prime à la casse, que nous développons avec la Banque mondiale. Et ce mécanisme vise à permettre aux transporteurs de venir avec un véhicule ancien, et contre ce véhicule ancien, un nouveau véhicule lui est remis, et un prêt bancaire est mis en place, et à partir des recettes d'exploitation de son véhicule nouveau, il rembourse progressivement le prêt qui lui est mis en faveur. Et nous avons la dernière composante qui est la composante des taxis, dont vous avez aujourd'hui l'exemple achevé à travers les taxis intelligents sur Abidjan depuis maintenant 3 mois. Et cette composante, elle est financée à partir d'un mécanisme de prêt qui est mis en place par le fonds de garantie du fonds avec les banques locales qui mettent à leur tour en place des prêts en faveur des entreprises de transport, à charge pour elles de rembourser selon le terme convenu. Direction la ville de Bouaké pour la 4e édition de la Foire Forum Carnaval. Durant une semaine, la ville va se positionner comme la vitrine de la recherche et de la diversité culturelle de la Côte d'Ivoire. Le changement climatique et aussi le développement durable seront au cœur de la 4e édition de ce rendez-vous culturel annuel. Hajj 2018, le ton est donné pour cette édition. Cette année, 6 800 pèlerins ivoiriens sont attendus en Terre Sainte d'Arabie Saoudite. Le gouvernement ivoirien est déjà à pied d'œuvre pour la réussite de ce moment important dans la vie de tout fidèle musulman. La Direction générale des cultes a lancé l'édition 2018 ce dimanche. Serge Collet. C'est parti pour les préparatifs du Hajj 2018. Le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, Sidiki Diakité, a lancé l'opération de préinscription et d'inscription pour les pèlerins et les organisateurs privés du voyage en Terre Sainte. Il a surtout assuré tous les participants de l'engagement du gouvernement et du président de la République. Tous les acteurs étaient présents et cela a été l'occasion pour nous de leur faire des recommandations en termes de rigueur dans cette organisation pour toujours faire honneur à notre pays à l'extérieur de nos frontières. Et au niveau également de l'État, à l'instar de ce qui est fait pour toutes les autres confessions religieuses qui partent en pèlerinage, l'État apportera encore cette année son appui à la communauté musulmane et le prix du Hajj est maintenu à 2 millions de francs pour permettre au plus grand nombre de fidèles d'aller réaliser leurs vœux, d'accomplir ce 5e pilier de l'islam. Cette année, a indiqué Messamba Bamba, directeur général des cultes, 6 800 pèlerins ivoiriens sont attendus en Arabie Saoudite. Le commissariat a entrepris des formations au rite du Hajj sur l'ensemble du territoire national. Lancer donc un appel aux candidats au Hajj qu'ils suivent ces enseignements, qu'ils s'inscrivent dans les mosquées, c'est dans toutes les villes de l'intérieur. Donc une fois formé, je crois que le pèlerin n'a plus qu'à se concentrer sur l'adoration, sur la prière. Au nom du COSIM, le Conseil supérieur des imams, le cheikh Aïma Bouakari Fofana a exhorté les acteurs du Hajj à faire preuve de rigueur et de sérieux. Les musulmans de Côte d'Ivoire ont environ 70 jours pour remplir les formalités et exigences administratives du Hajj. Ils sont invités à se mettre en règle du 5 mars
au 14 mai prochain, date butoir. Autre pèlerinage, cette fois il s'agit des jeunes chrétiens des paroisses du diocèse d'Abidjan. Ils étaient près de 3500 ce dimanche au stade Félix Houphouët-Boigny pour le Pélé Jeune 2018. Fidèle Aigné et Herman Guivet. Un stade, Félix Houphouët-Boigny, archi-comble. Ce n'est pas un événement sportif qui rassemble autant. C'est la jeunesse catholique du diocèse d'Abidjan qui s'y est donné rendez-vous pour communier et marquer leur attachement au Christ. Ce rassemblement a un grand sens pour moi dans la mesure où ça me permet d'être en communion avec les frères et sœurs, d'apprendre de nouvelles choses au sein de ce groupe de jeunes-là et de me permettre aussi de vivre le thème de l'année qui est de vivre en solidarité et avec le partage. Nous savons que dans un stade, on vient gagner une victoire. Nous sommes venus gagner la victoire de Jésus. Nous sommes venus montrer à la Côte d'Ivoire que la jeunesse est debout autour de son archevêque pour gagner cette victoire de la solidarité, la victoire de la paix, pour prier pour la paix pour notre pays. Sur les raisons profondes d'un tel rassemblement, l'aumônier Eugène Awondji répond. L'idée, c'est de rassembler des jeunes en un même endroit pour prier ensemble et parler de Jésus-Christ et démontrer au monde entier que la jeunesse catholique est présente et que cette jeunesse catholique est consciente de son avenir, qu'elle peut se prendre en charge. Intervenant depuis Rome, l'archevêque Jean-Pierre Coutouan a exhorté les jeunes à être des ambassadeurs du Christ en étant des modèles. La deuxième édition du pèlerinage diocésain des jeunes d'Abidjan a eu pour thème « Jeunes, avec l'Esprit Saint, tu es capable de partage et de solidarité ». À présent, le point de l'actualité dans le reste du monde, c'est le 7 sur 7, dominé cette semaine par les attaques du Burkina Faso et l'élection législative en Italie. Herman Guivet. Une conférence pour le lac Tchad, organisée sur 3 jours par le gouvernement nigérien et l'UNESCO, s'est ouverte lundi à Abuja dans le but de lancer un projet de préservation de cette région dévastée par le changement climatique et les conflits. Les Nations Unies se sont engagées à financer des programmes de recherche et de conservation pour apporter de l'aide aux 40 millions de personnes qui dépendent de ce lac au carrefour entre le Sahel et l'Afrique centrale. L'ensemble du corps enseignant et le personnel administratif se préparaient mardi à la réouverture du lycée de Parkland, en Floride. 2 semaines après la tuerie qui y a fait 17 morts, le président américain Donald Trump s'est déclaré en faveur d'un relèvement de l'âge légal pour acheter certaines armes, évoquant même la possibilité extrêmement controversée d'autoriser le port d'armes pour certains enseignants. Dans la Ghouta orientale, le fief proche de Damas, le régime a lancé le 18 février une campagne aérienne d'une rare intensité dans laquelle plus de 600 civils ont été tués, dont 147 enfants, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Le président en exercice du principal parti d'opposition du Zimbabwe, Nelson Chamisa, a été investi jeudi candidat à l'élection présidentielle prévue cette année, la première depuis la fin des 37 ans de règne de Robert Mugabe. Plus de 5,3 millions d'électeurs ont déjà été enregistrés pour les élections générales au Zimbabwe, mais la commission électorale n'a pas encore précisé la date du scrutin. Des attaques ont visé vendredi dernier l'état-major général des armées burkinabé et l'ambassade de France à Ouagadougou. Bilan de ces attaques, 8 morts parmi les militaires et 12 blessés en état d'urgence absolue. Le Premier ministre Paul Kabatieba a réaffirmé la volonté de son pays à lutter contre le terrorisme. Les attaques ont été revendiquées par le groupe pour le soutien de l'islam et les musulmans, dirigé par le Touareg malien Hiag Haggali. Dans la nuit d'hier à aujourd'hui, 4 mars, un groupe d'individus a tenté de forcer un barrage. 2 des assaillants se sont enfuis et un 3e a été capturé avant d'être finalement abattu. 2 policiers ont été tués dans l'explosion de leur voiture samedi dans le sud-est de la Colombie, une zone contrôlée d'après les autorités par des dissidents de l'ex-guérilla marxiste des FARC. Les Italiens ont commencé à voter ce dimanche pour des élections législatives. Silvio Berlusconi, l'ancien Premier ministre italien, a voté à Milan. Plus de 46 millions d'électeurs sont invités à se rendre dans les bureaux de vote jusqu'à 23 h. Tous doivent élire 630 députés.
Merci de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée à tous sur RTI 1 et bonne reprise demain lundi.